bonjour à tous. Pour compléter mon CV aussi, dire que j'ai été aussi contributeur du SAGE estuaire à l'époque. Donc dans toute son émergence et son aboutissement. Voilà, donc je connais beaucoup d'entre vous, je crois. Et voilà, j'ai gardé un bon souvenir de tout ça. Et c'est vrai que j'ai aussi travaillé pas mal sur la Garonne. Donc je pense avoir un point de vue, mais qui n'est qu'un point de vue, hein, bien sûr. Il faut toujours rester modeste dans ces matières, sur le fonctionnement de ces territoires hydrauliques qui sont d'une complexité énorme. Il ne faut pas se le cacher. C'est très important. Je m'étais permis, sous forme de boutade, un petit peu dans l'introduction, on m'avait dit essaye de mettre une petite accroche pour faire venir du monde. Je ne sais pas si ça a bien marché, mais j'avais mis et si l'estuaire était une personnalité juridique. Vous savez que c'est un sujet qui aujourd'hui est en train de monter dans le débat public, dans certains territoires, dans lequel on dit finalement la Loire pourrait être un individu, le fleuve ceci, l'estuaire, pourquoi pas l'estuaire finalement. Alors, une personnalité juridique, c'est une manière de mettre en scène un territoire, un espace, mais bien évidemment, ça soulève des tas de questions que je ne vais pas résoudre ici. C'est un sujet qui, effectivement, était très fort dans les communautés plus primitives, plus proches de la nature, moins déconnectées peut-être que les nôtres. Mais à la fin, c'est pour ça que je conclus tout de suite. Et si, déjà, la première des choses, c'est que, à la fin, c'est une personnalité juridique, c'est que c'est un juge qui jugera, et donc ce sont toujours des hommes qui, à la fin des fins, font les choses dans le domaine dont on discute. Donc les travaux que vous allez engager aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi les mettre dans une perspective de long terme. Il y a une histoire, bien évidemment, je vais y venir tout de suite, mais vous êtes aussi dans le projet. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de vous mettre en situation de responsabilité, parce que les hommes qui diront ce que doit l'estuaire, c'est vous, c'est pas moi. Moi, j'ai juste des éléments d'information scientifique, technique, historique, mais j'ai aussi ma personnalité avec tous les biais que n'importe qui peut avoir dans son histoire de travail ou personnelle. Alors, premier élément, moi, sur lequel je voulais quand même commencer l'introduction, c'est que vous ne partez pas d'une page blanche. Et ça, c'est une notion qui, dans le domaine de l'environnement, est souvent finalement pas si assumée que ça. C'est-à-dire qu'on est dans des territoires, ces territoires ont une histoire géologique, j'y reviendrai, une histoire humaine, bien évidemment, mais ils sont à un état, à un moment, ils sont ce qu'ils sont parce qu'il y a eu des événements qui ont modelé, qui ont inscrit les hommes dans cet espace-là. Et il serait faux de vouloir penser que l'estuaire ou le bassin versant de la Dordogne, puisque bien évidemment je ne découplerai pas les deux, que cet espace-là soit complètement quelque chose à construire en disant finalement la nature c'est l'objectif, point la ligne. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que trop de choses ont été faites et puis que c'est nous qui habitons dedans et puis finalement c'est nous qui décidons à la fin. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur ces notions de l'homme dans le système, et pas le système sans l'homme, ou l'homme sans le système, bien évidemment, ce qui serait un contresens aussi. Donc la question que vous abordez, qui vous sera présentée, je crois, juste après, c'est celle d'un état des lieux du territoire. Et cet état des lieux, il faut savoir qu'on est au troisième grand état des lieux, on va dire, et peut-être un peu plus. Il évolue, et il y évoluera encore, bien évidemment. Et il faut revenir très régulièrement sur cette page qui n'est pas blanche. Déjà, j'aimerais commencer ne serait-ce que pour refonder un petit peu ce qui pilote aujourd'hui l'ensemble de ce qu'on discute, l'objet estuaire. Alors ça, ce sont des images qui viennent du SMIDEST, qui ont pu être mobilisées dans le cadre du SAGE ou autre, donc tout seigneur, tout honneur. Vous avez l'histoire du bassin aquitain, qui est une histoire qui s'est faite au travers d'échanges de la construction entre un océan et des mouvements tectoniques, qui ont finalement fait émerger, c'est ce que vous voyez représenté à droite de la carte, l'équivalent d'un golfe de Gascogne, mais beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Et pendant ces temps immenses, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la mer a déposé des sédiments, et ces sédiments ont fini par faire, au bout de plusieurs millions d'années, des paysages. Et les paysages dont on discute aujourd'hui, ils sont liés à cette histoire géologique. L'histoire géologique, c'est la mer, bien évidemment, mais c'est aussi des montagnes qui se poussent, qui se fracturent, qui font du relief, et qui construisent ce qu'on appelle la géologie, qui est à la base de tout ce qui se passe sur votre territoire. Il n'y a pas de paysage sans géologie, il n'y a pas de relief sans géologie, et donc c'est un élément absolument stratégique. Il est d'autant plus, là où on discute, donc nous sommes en Gironde, que cette géologie, elle a aussi été à l'origine, donc quand on va tout de suite arriver dans le domaine de l'eau, elle est à l'origine de ressources, disons d'aquifères plutôt, des coffres forts, on pourrait les appeler comme ça, mais qui sont ouverts. Finalement, n'importe qui peut y aller et prendre ce qu'il souhaite, mais qui sont des réservoirs, des stocks dans lesquels il y a de l'eau avec des volumes considérables. Aujourd'hui, l'essentiel de l'eau potable, dans, par exemple, le département de la Gironde, dépend de ces volumes d'eau.
Il y avait eu un colloque il y a quelques jours à Bordeaux sur les eaux souterraines, et l'exposé montrait que probablement, alors l'eau qu'on boit aujourd'hui en Gironde dans l'Éocène, vous connaissez peut-être ce nom, qui est une ressource souterraine considérée comme surexploitée parfois, celle qui avait motivé d'ailleurs un autre sage, auquel aussi j'ai participé, malheureusement peut-être, mais qui s'appelle le sage nappe profonde de Gironde, était lié au fait que justement on créait une dépression. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on calculait l'âge de l'eau à l'époque. Et l'âge de l'eau, petit calcul rapide, on était autour de 15-20 000 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau qui est bue par les Bordelais, par exemple, à 15-20 000 ans, c'est-à-dire que quand elle s'est posée à la surface du sol, sous la forme d'une pluie qui, à l'époque, était peut-être un peu plus abondante qu'aujourd'hui, quand elle s'est posée à la surface du sol, ce qui peuplait vos paysages, c'était plutôt des mammouths. Et les hommes n'étaient pas tout à fait habillés pareil. Donc cette ressource en eau souterraine, elle est en fait issue d'une histoire très longue. Et certains disaient d'ailleurs, dans ce colloque, c'est assez frappant, ils disaient finalement la ressource en eau qu'on a sous Bordeaux est à peu près de même nature que celle qu'on exploite aujourd'hui dans le Sahara. Elle s'est construite au moment de la fonte glaciaire. Donc on est vraiment dans des systèmes qui sont inscrits dans des temps très longs, et parfois on a envie de peser tout de suite dessus, on a envie de bouger les lignes, on a envie de faire des tas de choses, mais il faut aussi avoir toujours de l'humilité face aux ordres de grandeur qu'on discute. Le deuxième élément qui est important, c'est que dans ce territoire, tout le monde n'a pas la même chance par rapport aux eaux souterraines. Et vous avez par exemple toute la partie amont, la partie du massif central, qui est essentiellement composée de roches imperméables ou globalement imperméables et qui n'ont pas du tout ce stock souterrain à disposition. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher dans les surfaces la ressource en eau. Avec quand même, et la géologie parle encore, des nuances qui sont assez remarquables sur votre territoire. Vous avez un espace, en fait, qui est, quand vous regardez les milliers de kilomètres de cours d'eau qui peuplent votre bassin versant, on voit se dessiner, en fait, 3 grands systèmes et 3 grands territoires. Le système amont, dans lequel on a beaucoup de cours d'eau, je vais dire pratiquement tous les dizaines d'hectares, il y a un petit ruisseau qui va se mettre à couler, parce que la roche est imperméable, il est drainé. Et puis arrive une zone, vous voyez représentée par une bande blanche, dans laquelle il n'y a pratiquement plus de cours d'eau, quelques grands canyons gigantesques, j'exagère un peu, c'est pour faire chic, mais qui sont la Dordogne, l'île, la Drône, etc., mais qui franchissent en fait en travers cet espace-là, dont on a l'impression que finalement il n'a pas d'eau. Erreur, il y a de l'eau, sauf que toute la goutte d'eau qui tombe sur cet espace-là va immédiatement renforcer des eaux souterraines qui sont sous un format karstique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de différence entre le sol et le sous-sol, et on arrive immédiatement sur des écoulements souterrains qui avaient alimenté des sources considérables et les cours d'eau dont on discute. Et puis on revient chez vous, là, ici, et on va retrouver d'autres types de sols. À nouveau, c'est de la géologie, beaucoup plus récente, du tertiaire, avec des plaquages qui, à nouveau, deviennent imperméables. Ce sont les sols qui font aujourd'hui la vigne, et qui sont des sols sur lesquels l'eau à nouveau va couler. Mais sous ce sol de la vigne, il y a à nouveau le même sous-sol qu'au-dessus. C'est-à-dire que si on décapait cet étage-là, eh bien on aurait exactement le même fonctionnement que plus en amont. Donc cette dimension géologique, je m'excuse de cette petite introduction qui pose un petit peu le cadre général, il faut faire avec, ce n'est pas vous qui allez bouger les montagnes, désolé, ce n'est pas vous qui referez l'histoire sédimentaire, par contre vous devez la connaître parce que vous allez vivre avec. Alors, le sujet absolument central et majeur, et c'est celui qui arrive bien évidemment dans toute discussion sur la ressource en eau aujourd'hui, et nous sommes dans un cycle 2022-2023 très probablement, comme ça avance, qu'on n'a probablement jamais vu. Moi j'avais vu quelque chose qui ressemblait un petit peu comme ça en 89, 90, 91, 3 années consécutives de sécheresse. Là on n'est qu'à la première, on entame la deuxième, il n'est pas impossible qu'on ait une troisième, mais avec en plus des intensités qui a priori ont l'air de s'accélérer. La carte qui vous est présentée là, c'est notamment à droite de l'écran, c'est la carte de la pluviométrie. Avec, bien évidemment, vous reconnaîtrez, les zones bleues, c'est les zones où il pleut beaucoup, et les zones oranges, ce sont les zones où il pleut peu. Alors, ce qu'on voit, pourquoi est-ce qu'il pleut beaucoup en amont, alors qu'on est plus loin de l'océan, c'est tout simplement l'effet orographique, ce sont les montagnes qui vont bloquer les nuages, forcer des précipitations. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est toujours intéressant de s'en rappeler, c'est pas parce qu'on est en montagne qu'on a de l'eau, vous avez des petites taches jaunes au milieu. Mais vous avez des vallées qui sont protégées des pluies parce qu'elles sont tombées avant ou qu'elles tomberont après, mais qu'elles ont oublié de tomber au milieu. Donc on est sur des espaces en fait où il y a de la nuance. Et ça c'est le deuxième élément. On a vu des nuances géologiques, des nuances sur le réseau hydrographique de surface, mais on a aussi des nuances climatiques. On est dans des évolutions, on est autour de 2000 mm quand on est complètement à droite, là, et puis on est sur du 600-700 mm de précipitation quand on est complètement à gauche. La carte de droite, on voit des taches oranges, des taches bleues, des taches un peu bizarroïdes, là, un côté un peu panthère. C'est une comparaison qu'on a faite sur l'évolution du climat dans ces dernières années, en comparant
les projections, enfin les observations de pluviométrie entre 1990 et 2020, oui c'est ça, donc on a 30 ans de données, et 1980 et 2010. C'est-à-dire qu'entre les deux cartes, il y a 10 ans d'écart de glissement. 10 ans vers nous. Quand c'est orange, ça veut dire qu'il pleut moins aujourd'hui qu'il pleuvait sur la séquence précédente en moyenne, et quand il y a du vert, il pleut plus, ou il a plus plu que ce qu'il a plu dans les 30 années, vous voyez, décalé de 10 ans. Ça, ce sont des références qui sont utilisées par les systèmes météorologiques internationaux. On a des paquets comme ça. Voilà. Donc là, on vient de franchir en 2020 un paquet nouveau qui nous pose une nouvelle séquence de références. La notion de référence, on voit bien qu'elle n'est pas non plus pérenne. C'est-à-dire que même en termes de climat, on ne peut pas dire « Ah, le climat, c'est ceci ». Le climat a toujours été en fait une succession. Et on a des très grands cycles. Il y a toujours eu des très grands cycles climatiques, avec notamment des séquences qui peuvent être de l'ordre de 30 ans ou 11 ans. Enfin bref, il y a tout un tas de cycles sur lesquels je ne vais pas m'éterniser. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que déjà, quand vous voyez ça, mettez-vous dans la perspective d'un météorologue qui est face à cette complexité, doit vous dire ce que sera demain. Et là, évidemment, tant qu'on est dans son labo avec des ordinateurs qui calculent, on peut produire des résultats, mais n'ayez jamais la certitude qu'une parole scientifique est vraie 3 chiffres après la virgule. En revanche, et ça sera, je pense, un message très important aujourd'hui, elle est toujours vraie dans les tendances lourdes quand elle est aussi étayée que celle qui parle du changement climatique. Donc ce n'est pas parce que localement on voit un effet qui est bizarre, qui vient un peu contredire des discours généraux, que le cadre global est faux. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'on a tous, c'est qu'à chaque fois que vous regardez la télé, vous voyez des pauvres gens qui sont inondés dans leur lotissement, ils disent « Ah, on n'a jamais vu ça, et vous êtes ici depuis quand ?»« Ah, ben, depuis une dizaine d'années, on n'a jamais vu ça. » Bon, ben ok. La profondeur de la mémoire humaine n'est pas suffisante, mais de la même façon, la perspective dans le futur, il faut être un peu modeste et faire croire aux grandes tendances. Et croire aux grandes tendances, pas faire croire, pardon pour le lapsus. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces questions de climat de façon aussi forte? C'est évident, mais c'est parce que derrière le climat, on a un mécanisme que vous connaissez tous. Hein. Et puis, alors, je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on a un effort de pédagogie qui se fait dans tous les médias de France, le soir à la télé, à la radio. Vous entendez tous les experts qui vous expliquent des choses. Moi, il y a 10 ans, j'avais l'impression d'être un magicien quand je racontais ça dans des salles. Ben alors, l'eau qui tombe, le sol, la pluie, les plantes qui évaporent, tout ce système, en fait, les gens commencent à se réapproprier ce que les agriculteurs et les paysans savaient toujours. C'est que le cycle de l'eau commence par de la pluie, passe par le sol, et une fois que le sol s'est servi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'est rempli, eh bien l'excédent va circuler ailleurs, soit vers les eaux souterraines, soit vers les eaux de surface, soit bien évidemment vers les deux. Et le sol, une fois qu'il est plein, il ne va pas rester comme ça, comme un banquier suisse sur son magot, il va seulement être sollicité par l'ensemble de la couverture végétale, qui va passer son temps à explorer cette ressource en eau au travers de la végétation. Les premiers bourgeons qui vont arriver bientôt vont sonner la fin du moment où le sol sera plein, je ne sais pas dans quel état il est, ici, et surtout, il va sonner la fin de la recharge des nappes souterraines et la fin de la recharge, entre guillemets, des cours d'eau, parce que toute l'eau de la pluie va rentrer dans le cycle de végétatif et va fabriquer de la végétation. Ce n'est pas de l'eau perdue, elle a un sens, elle est même essentielle. C'est le cycle principal. En gros, nous vivons, quand nous vivons, nous, sur l'eau qui coule ou l'eau qui est stockée, sur les excédents du cycle de la biosphère, qui, quelque part, génère quelque chose, qui lui-même est générateur de nouveaux habitats, de nouveaux systèmes, et d'une complexité différente. L'eau qui s'évapore comme ça, en langage planétaire, on appelle ça l'eau verte, parce qu'elle est passée par le cycle de l'évaporation et de la plante. L'eau qui reste, qui coule ou qui se stocke, on appelle ça l'eau bleue. C'est celle qu'on voit et qui a une magnifique couleur bleue, comme on peut le constater tous les jours ici. Donc sur cet aspect hydrologique, il est très important de comprendre comment le climat est lié, enfin l'hydrologie est liée au climat réciproquement. Et on a fait des bilans, notamment dans le cadre de Dordogne 2050. Hein. En gros, sur toute l'eau qui tombe, on a à peu près 58% de la pluie qui tombe qui va s'évaporer. Donc c'est un ordre de grandeur qui est surtout porté d'ailleurs par la partie amont du bassin versant, hein, où vous avez peut-être plutôt 80% de l'eau qui s'évapore dans les montagnes. Mais ici, vous êtes plutôt autour de 90% de l'eau qui s'évapore. 41% qui va s'écouler. Et puis le reste, c'est 1%. Et c'est l'eau qui est prélevée. Déjà, vous avez en bilan annuel les grandes masses du système. Donc on voit que vous êtes en Dordogne, vous n'êtes pas dans le bassin parisien, vous n'êtes pas sur la Garonne, vous n'êtes pas sur la Loire, vous êtes sur un territoire qui a quand même encore aujourd'hui
dans lequel la nature, au sens de ses mécanismes fondamentaux, a une place prééminente. Ordre de grandeur, c'est que là, ici, un peu plus haut, coule, enfin non, ici, pile, hein, voilà. Ici, il y a 10 milliards de mètres cubes d'eau douce qui coulent. Si je franchis le bec d'Ambès, j'en ai 20 milliards qui coulent chaque année. C'est-à-dire qu'il faut représenter aujourd'hui à peu près un tiers, dans ce bassin versant, de ce que vous allez trouver à l'aval. Les eaux circulent, elles se mélangent, elles se brassent. Il y a un estuaire, mais il y a 2 fleuves qui arrivent dans cet estuaire, avec chacune une responsabilité particulière, à la hauteur de ce que chacun des bassins versants représente. Vous représentez à peu près un tiers de la production d'eau qui va alimenter en eau douce cet estuaire. Alors, la vulnérabilité du territoire, parce que c'est de ça dont on va discuter bien évidemment, on vient de le voir déjà dans les grandes masses, ce qui va faire bouger les lignes dans les années qui viennent, qui fait que l'état des lieux que vous faites est une photo. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est une prédiction, et voir dans quelle mesure on peut peser sur ces prédictions. Eh bien, si vous voulez, c'est un peu autour de ces 2 points d'appui, état des lieux et prédiction, que va pouvoir se réaliser une politique publique qui anticipe les événements à venir. Alors, dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a une vulnérabilité du territoire et des écoulements des eaux qui ne sera pas le même partout. Vous êtes sur un bassin, il est faux de dire le bassin de la Dordogne, comme si tous les habitants de la Dordogne vivaient tous la même vie. Je le dis d'autre sens, c'est comme si tous les habitants de la Dordogne avaient tous le même droit à un accès à la ressource en eau. La nature est inéquitable, il y a des cours d'eau qui vont couler moins, d'autres qui vont couler peut-être beaucoup moins, et cette différence-là, eh ben, elle n'est pas la même. Et le secteur le plus vulnérable, celui qui va payer le plus fort, eh ben, c'est le territoire aval. Pourquoi ? Parce que c'est déjà celui sur lequel la pluviométrie est la plus faible, où ce qui coule, je vous ai dit, le petit pourcentage qui coule, va être raboté par les changements climatiques. Il faut vous imaginer le système avec, voilà, comme ça, là, voilà, 1,50 m d'eau, on va dire que ça fait ça, de pluie, 1 mètre, ça fait ça, qu'importe le système. Hein. Ça, c'est ce qui pleut. Ensuite, ce qui coule, c'est je me mets sur la table, d'accord ? Et il coule ça, et par rapport au truc, il ne coule plus que ça c'est chez vous. Là, vous êtes ici, là, vous êtes dans les montagnes de Dordogne. Si j'enlève chaque année l'épaisseur d'une main, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers qui verront les écoulements rompus de façon vraiment drastique, ce sont les gens de l'aval, ceux sur lesquels il y a déjà moins d'écoulements. En amont, il restera toujours des écoulements plus importants, à changement climatique équivalent. Donc un même effondrement, entre guillemets, une même augmentation de l'évaporation peut avoir des effets physiques tout à fait différents selon que vous êtes déjà dans un milieu qui est déjà très tendu sur le plan des écoulements superficiels ou que vous avez plutôt plus de coffres et plus de résistance dans le système. Donc ça, c'est un point très important, c'est qu'on va avoir une dissociation qui risque de se faire entre des territoires qui vont être plus en attente d'une ressource en eau, qui vont devoir chercher ailleurs, et des territoires sur lesquels la ressource en eau sera peut-être moins vulnérable, encore que la grosse différence qu'il y a entre l'amont et l'aval, c'est qu'en amont, il n'y a pas de ressources en eau souterraine, c'est-à-dire que la moindre séquence climatique un peu sèche, il ne pleut pas pendant, allez, on va dire 3 semaines, 1 mois, 2 mois, cette séquence-là peut être génératrice aussi d'assèchement des cours d'eau. C'est ce qu'on a vécu cet été. C'est-à-dire que vous avez en fait dans le bilan des ressources en eau 2 types d'échelles de temps qu'il faut avoir, ou d'échelles de temps qu'il faut avoir en tête. C'est celle du temps long et de la ressource en général qu'on peut gérer. C'est celle que je vous expliquais qui est liée au climat. Quel est l'écoulement moyen annuel qui va passer à un endroit ou à un autre. Donc l'aval est plus vulnérable que l'amont. Et celle de la météo, dans lequel finalement tout le monde finit par se retrouver un petit peu dans la même situation, avec des écoulements qui s'interrompent par exemple ou qui sont très faibles. Alors ça pose quand même des questions différentes par rapport à la question du stockage. Vous voulez stocker de l'eau en amont ou en aval, stocker de l'eau en aval, vous aurez moins d'eau à stocker parce que justement elle ne coulera pas en moyenne annuelle. Vous êtes à l'amont, vous pouvez encore imaginer une stratégie de gestion des stocks. Et ça c'est un point très important parce qu'on a une bascule en fait entre 2 types de climat, d'hydroclimat, et sur le plan de la gestion humaine, c'est tout à fait considérable, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc là, l'ordre de grandeur que je vous ai donné, c'est environ aujourd'hui l'érosion du capital eau. Ça paraît pas beaucoup, hein, on se dit 3 mm par an, bon, pourquoi c'est pas énorme, mais ça fait 0,1 litre par seconde et par an. Ça veut dire qu'en 10 ans, on a perdu 1 litre par seconde, et aujourd'hui, on est à peu près à 4-5 litres par seconde d'écoulement.
Donc vous voyez l'ordre de grandeur dans lequel on discute. Alors, quelles seront les conséquences qui vont être projetées dans l'avenir proche, malheureusement, de plus en plus proche? Il y a eu des projections qui ont été faites en 2050, donc je vais vous le résumer de façon très simple. En gros, on va avoir une évaporation qui va augmenter partout avec l'augmentation des températures. Celle-là, elle est incontestable. Sur les pluies, on a encore beaucoup de débats, parce que en fait, ça dépend énormément du positionnement de la circulation nord-atlantique, qui est en fait un grand système de courants atmosphérique, et selon qu'on se déplace en plus plus au nord ou plus au sud, ça peut se jouer à quelques dizaines de kilomètres près. Vous le voyez en ce moment avec les histoires d'anticyclones, hein. On peut avoir vraiment des différences considérables. Donc, par exemple, le nord de la France peut être soumis à plus de précipitations et plus d'inondations, et dans le même temps, le sud de la France a beaucoup plus de contraintes hydriques. Et pourtant, c'est la France, et l'espace entre les deux n'est pas si considérable que ça. Donc il est aussi possible qu'il y ait des choses, des mouvements qui se fassent dans l'un ou dans l'autre. Alors il y a des précisions qui ont été faites, c'est-à-dire que la pluie, on n'est pas trop sûr. La neige, on est sûr que c'est moins, tout simplement parce qu'il fait plus chaud. Donc ça sera de la pluie et moins de la neige. Les prélèvements, je ne sais pas ce qu'ils seront, mais hors de grandeur, imaginons même qu'ils soient équivalents, qu'importe. Les écoulements, à la fin, de toute façon, ils vont être en diminution. Et l'ordre de grandeur de la baisse qui est attendue, alors il y a plusieurs hypothèses qui sont faites, et c'est régulièrement remis sur le métier. Et il y a eu un exemple qui s'appelait Explore 2070, qui avait fait poser un premier type de résultats qu'on avait mis dans Dordogne 2050 et qui montrait qu'on risquait de perdre à peu près 20% de la ressource en eau. 20% de la ressource en eau, il coule 10 milliards. En gros, potentiellement, ça peut faire 2 milliards de mètres cubes en moins. Ce sont des ordres de grandeur, je sais que ça dépasse l'esprit humain, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais c'est quand même tout à fait considérable. Sur cette organisation climatique, il va y avoir des travaux qui vont se conclure là bientôt, probablement. Alors il y a déjà une première séquence de nouvelles simulations qui sont faites, qui s'appelle Explore 2, je le dis pour Epidore, hein. Il y a des séquences à suivre qui vont pouvoir donner des nouvelles informations plus précises, mais en gros, partout il y aura moins d'eau, ça c'est le plus clair. Sur les changements climatiques, je ne vais pas vous embêter, c'est juste un petit diagramme qui présente la complexité qu'on a quand on doit gérer ces questions-là. Ça, c'est un diagramme qui a été fait par un de mes collègues qui est météorologue, climatologue, et on voit qu'on a en fait une répartition de points là, qui sont distribués. Alors c'est sur l'année, c'est sur la partie estivale, etc. Chacun de ces points représente un modèle qui aujourd'hui joue une séquence climatique. Et on voit en fait qu'on a certains qui vont donner plus d'eau, d'autres plus de degrés, voilà. Donc on est aussi confronté à de la complexité, il ne faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que les bornes, vous allez travailler dans un avenir incertain, mais ça, l'avenir a toujours été incertain, ce n'est pas une nouvelle. Sauf que là, on essaye de restreindre les bornes de cette incertitude. Et les scénarios climatiques, donc les scénarios hydrologiques, dont les scénarios aussi de la biosphère, hein, sont tout à fait... on voit à peu près, on a des boîtes à l'intérieur desquelles il va falloir jouer, mais on ne va pas pouvoir vous dire demain le débit sera de 132 mètres cubes par seconde en moyenne interindividuelle. Ça, c'est pas possible. D'abord parce que ça n'a jamais été comme ça, mais en plus parce qu'il y a trop d'incertitudes. Donc ça, c'est un point important. L'incertitude ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité scientifique. Les tendances, elles sont certaines. Ce sont les ordres de grandeur qui peuvent évoluer entre les différentes échelles, entre les différents modèles impliqués. Alors un autre point tout à fait énorme, et ça ici on ne peut pas ne pas en parler, ça aussi c'est un travail qui est suivi par le SMIDEST, hein, puisqu'il y a un observatoire qui fait des changements climatiques dans le cadre du site du SMIDEST. C'est de là que j'ai extrait ce diagramme. C'est l'évolution du niveau de l'océan, alors avec une application spécifique, parce que vous avez en fait, on avait commencé à travailler à l'époque avec le plus vieux marégraphe de France, qui est celui de Brest, hein, sur lequel on a des chroniques plus que centennales, qui est représenté en bleu avec les oscillations. On est au début en 1845, donc on voit qu'on a quelque chose qui commence à bouger, et on a une tendance qui se dessine clairement à Brest à partir de 1915, 1925, et là on commence à avoir une grande oscillation, quelque chose qui commence à monter de façon tendancielle. Et puis arrivent après les marégraphes de l'estuaire, ça ce sont les points orange. Et puis enfin, aujourd'hui avec les progrès de la technique, le trait rouge, qui est la mesure de l'océan planétaire avec les satellites, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui on arrive à mesurer avec une très grande précision l'altitude de l'océan. Alors vous allez me dire, premier élément, c'est que 4 mm par an, là c'est une certitude. Ça peut être pire, hein, si on a un glacier qui s'effondre quelque part, le Groenland qui fond plus vite, etc. Enfin, je ne vais pas poser trop de malheur. Soit dit en passant, on a perdu 2 glaciers cette année dans les Pyrénées. C'est pour vous dire que tous les jours, on perd quelque chose.
Sur ces 4 mm par an, c'est pas beaucoup, parce que vous avez, vous, des marnages qui sont tout à fait considérables. On parle de plusieurs mètres. Donc on se dit, allez, depuis que le sage estuaire existe, on a pris quoi, 5-6 cm. Et en fait, c'est considérable. 5-6 cm quand vous êtes dans un système dans lequel vous avez les portes à flot dans les marais qui ont été construites pour une gestion avec les hautes eaux, les malines, les machins, les ceci, les cela. Si vous dépassez de quelques dizaines de centimètres ce système-là, eh bien vous êtes obligé de tout reprendre. Vous êtes obligé de tout refaire, et Dieu sait qu'il y a tellement d'aménagements que ça serait probablement très compliqué. Donc là, on a une vraie vulnérabilité qui est liée à cette dimension d'augmentation du niveau des océans, même si ce n'est pas encore trop spectaculaire. Alors, les effets qu'on peut avoir liés à l'augmentation notamment de ce niveau océanique, en fait, il ne faut jamais les dissocier complètement de l'autre effet, qui est celui de la réduction des débits d'eau douce. L'océan monte, les débits baissent, on a un mécanisme qui s'appelle la marinisation, c'est-à-dire qu'on voit progressivement l'influence océanique progresser à l'intérieur des terres, avec bien évidemment tous les gradients que vous connaissez déjà. Hein. En crue, on n'a que de l'eau douce. En étiage sévère, on peut avoir des remontées salines. Et ces remontées salines diminuent au fur et à mesure qu'on remonte en amont dans les cours d'eau. Mais cette frontière-là va bien évidemment bouger. Alors ça, c'est le premier point, avec des effets forcément, non seulement, je l'ai dit, sur par exemple la gestion physique des marais, mais quand vous travaillez sur la gestion des marais, vous avez toujours des phases de vidange et de remplissage, hein, où on peut récupérer l'eau pour remettre de l'eau dans les canaux, par exemple. Hein. Et bien, toute cette gestion-là, elle est quand même pilotée par le fait qu'on fait rentrer de l'eau qui doit être douce. On a des marais qui sont faits pour de l'agriculture, si on veut stocker l'eau douce, et les seuils, en gros, de salinité qu'on peut admettre pour élever des vaches, par exemple, c'est entre 3 et 5 grammes par litre. Ça dépend un peu de ce qu'on accepte pour ces vaches, notamment. 3-5 grammes par litre, c'est une nuance qui, je veux dire, si pendant un mois on a cette salinité, ok, mais si c'est pendant 3 mois, ça remet en cause aussi, peut-être, le mécanisme de gestion, de planification et de valorisation de certains marais. Les premiers à payer seront les plus à l'aval, bien évidemment, avec les effets dont j'ai discuté. Donc ne jamais oublier que les marais sont aussi une histoire d'homme, ce n'est pas quelque chose qui est décrété, qui est stable. Il y a donc une infrastructure qui est entretenue avec derrière des usages qui sont posés dessus, et puis tout un système qui s'est construit autour de ces marais. Il y a plusieurs menaces qui peuvent... Alors, je ne vais pas en parler beaucoup plus, je pense que le SMIDES serait beaucoup plus apte que moi à en discuter, mais en gros, les deux grandes menaces qu'on peut avoir sur ces milieux-là, c'est ça. C'est un déplacement, en fait, des limites, et avec, en fait, un déplacement de culture au sens culturel et culturel, qu'il faudra probablement anticiper en remontant plus en amont. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a le problème de l'érosion, et ça, c'est infiniment compliqué. Où est-ce que se fera l'érosion côtière ? Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que chez vous, c'est pas encore trop menacé parce qu'on a quand même l'océan avant, on a un système qui va impacter, enfin qui va amortir le système qui s'appelle l'estuaire, hein, sur vos côtes, mais c'est très très compliqué, difficile d'en parler plus que ça. Autre élément que vous connaissez bien, vous savez, le fameux bouchon, concept qui a été développé, bouchon vaseux. En gros, c'est la rencontre de l'eau salée et de l'eau de mer. J'en parle parce que lui aussi, il a un rôle tout à fait essentiel. Alors pourquoi c'est important ? C'est qu'au cœur de ce fameux bouchon qui est représenté sur le petit diagramme, on a une masse de vase alors qui va avoir tendance à se concentrer. C'est-à-dire qu'on a un point d'équilibre entre la force de l'eau fluviale et la force de l'eau des marais, et qui va venir en fait faire une zone dans laquelle on a presque une annulation de ces forces, et donc on va avoir une sédimentation qui va stagner, qui va être un petit peu coincée là-dedans. Alors bien évidemment, des débits forts, on va pousser ça dans ce sens-là, des débits très faibles, on va remonter dans l'autre sens, et c'est surtout quand ça remonte que ça coince. C'est assez classique quand on parle de ces systèmes fluviaux, parce qu'on va resserrer, entre guillemets, le bouchon vaseux dans des espaces qui vont prendre une certaine extension longitudinale. Par exemple, je connais mieux celui de la Dordogne que celui de la Garonne que celui de la Dordogne, mais enfin, on peut parler en plusieurs dizaines de kilomètres de longueur, sur lequel on va avoir des mécanismes de très forte turbidité, donc très forte concentration, mais aussi des désoxygénations. On est dans des milieux qui sont en fait extrêmement sensibles à la consommation d'oxygène, parce que ces milieux-là où la boue, entre guillemets, la vase tourne, c'est là que va se concentrer l'essentiel de la matière organique, donc les feuilles mortes par exemple, l'automne. Ça va se transformer en matière. Cette matière, elle va être digérée par des bactéries, et vous avez en fait un gigantesque système de boue activée qui se met devant vous. Et les boues activées, c'est ce qu'on a dans les stations d'épuration pour épurer. Donc on consomme la matière organique, mais on consomme de l'oxygène avec. Et s'il y a un déséquilibre entre l'oxygène qui rentre et l'oxygène qui est consommé, eh ben on a une baisse de l'oxygène.
Et en deçà d'un certain seuil, on peut considérer que 3 grammes par litre, 3 mg par litre sont un seuil qu'il ne faut vraiment pas franchir. Là, on commence à changer de système. Par exemple, la reproduction des crevettes, les petites crevettes blanches, est complètement perturbée. On a même des malformations qui se font parfois sur certaines séquences de ce type-là. Le drame, c'est qu'à la limite, on pourrait se dire, bon allez, on va maîtriser les pollutions, etc. En fait, on a une grosse difficulté, c'est que l'essentiel de ce mécanisme-là est piloté par la température. Et la température de l'estuaire, c'est avant tout la température de l'atmosphère. Donc, une augmentation, par exemple, de 2 degrés de la température de l'atmosphère, vous savez, quand on dit plus 2, c'est aussi plus 2 degrés, vous pouvez le faire court, on le verra pour les virgules plus tard, c'est aussi plus 2 degrés pour l'estuaire. Et plus de degrés pour l'estuaire, vous allez dire, et alors on est déjà aujourd'hui, cet été, on était, j'ai regardé, à 28 degrés par exemple à Libourne, pendant plusieurs jours consécutifs. 28 degrés, c'est à peu près la température de l'Amazone. Alors c'est déjà arrivé dans le passé, 2003 sans doute. Le problème, c'est que si ça s'installe durablement, ça va être compliqué. Pensez aussi que la température, certes, il fera 28 degrés ici, mais il fera aussi plus chaud, plus haut. Et donc tous les équilibres écologiques qui dépendent et qu'on essaye de défendre, par exemple, on pense aux poissons migrateurs, à tout ce qui peuple les eaux, en fait, on a un décalage des habitats qui se fait vers l'amont. Vous savez, les montagnes, c'est simple, c'est comme ça, c'est une pyramide, et il y a plus de place en bas qu'en haut. Donc quand on remonte tout le système, et bien, finalement, on concentre, et donc on diminue l'espace vital pour les espèces exigeantes en matière de température de l'eau. Sur votre estuaire, le problème ne sera pas celui-là, ça sera plutôt celui d'une augmentation de la consommation de l'oxygène et probablement du risque d'une aggravation du bouchon vaseux. Alors quand même, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, encore que, la Dordogne va mieux que la Garonne. Je ne sais pas si ça vous rassure. Vous avez le même estuaire, mais il y a significativement une différence quand même de comportement. C'est-à-dire qu'on est d'abord, Bordeaux n'est pas sur la Dordogne, donc on a aussi toute cette zone fluvio-estuarienne sur laquelle il y a une pression urbaine considérable, et le bassin de la Garonne n'est pas celui de la Dordogne. Voilà, c'était ma bonne nouvelle du jour, profitez-en. Après, les questions qu'on peut se poser aussi de façon générique, c'est celle de l'occupation du sol. Alors, l'occupation du sol, elle est quand même... et on est en plein dans une crise, je crois, M. Galland me confirmait qu'il y a un problème aujourd'hui de crise agricole, viticole en particulier. Je n'en connais pas les tenants et aboutissants, mais c'est une réalité. L'espace dont on discute, en fait, vous l'avez présenté ici. De quoi est fait votre bassin versant? En vert, ce sont les prairies. Donc, qui dit prairie dit vache, pour faire court. Ça, c'est mouton. Donc, c'est les zones d'élevage. En jaune intense, ce sont les zones de grande culture céréalière. En violet, la vigne. Et en blanc, c'est ce qu'on appelle le polyculture élevage. C'est-à-dire que c'était autrefois, en fait, le système dominant de nos campagnes. Aujourd'hui, c'est un point fort aussi, c'est qu'on a eu tendance à spécialiser des territoires. Autrefois, il y avait sans doute des productions de lait dans le village, quelque part, je ne sais pas où. Au lieu de faire du vin, il y avait quelqu'un qui faisait du lait, de la viande, etc. Tout ça, il y a une spécialisation. Et ces spécialisations sont génératrices, puisqu'on va concentrer des activités particulières sur certains secteurs, de problèmes spécifiques. Alors, le travail du sol, par exemple, n'est pas le même quand on fait de la vigne ou quand on fait des céréales, ou même si on fait des prairies où il n'y a pas du tout de traitement. Alors, la difficulté qu'on va avoir, c'est que d'abord, un point quand même qui est assez remarquable, c'est qu'on a perdu une exploitation, on a perdu, quand on avait 4 exploitations il y a une quarantaine d'années, je crois, on n'en a plus qu'une aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que le monde paysan est en train de disparaître sous nos yeux, au sens de gens capables de traiter, de gérer, de s'occuper des territoires. Ça veut dire aussi que, dans le même temps, la surface agricole n'a pas beaucoup évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un individu est responsable de plus d'hectares. C'est-à-dire que l'agriculture reste un problème collectif, enfin un enjeu, pas un problème, un enjeu collectif dans sa globalité, mais elle est aujourd'hui dans une responsabilité qui est de plus en plus concentrée, et c'est compliqué parce que les gens qui travaillent ce sol ont des contraintes qui sont particulières. Il y a une certaine maîtrise du paysage qui est tout à fait considérable. À peu près la moitié de l'espace du bassin versant de la Dordogne est géré par des agriculteurs. Et toutes les décisions agricoles qui sont prises par les agriculteurs en responsabilité vont avoir des impacts qui aujourd'hui ne sont de moins en moins noyés dans la masse, puisqu'ils sont de moins en moins
nombreux, et donc ils vont peser de plus en plus sur le destin. C'est pour ça que la question agricole est une question extrêmement complexe, qu'il faut aborder avec beaucoup d'attention. Bien évidemment, ne jamais stigmatiser les décisions d'agriculteurs, parce qu'ils sont tous sous contrainte et ils habitent tous sur la même terre. Je pense qu'on est à peu près conscient de cette notion-là. Par contre, ils vont avoir des difficultés particulières. Alors, difficulté principale, on peut parler de la vigne, mais j'ai honte de le faire ici, mais le changement climatique a quand même des incidences fortes, non seulement sur la végétation au sens de la production, mais aussi sur la qualité de la production. Et ça, c'est sans doute une menace tout à fait importante qui se rajoute à d'autres complications qui sont celles du marché, etc. Donc on a effectivement aujourd'hui un territoire qui est quand même très important, qui affronte ça. Je travaille beaucoup dans le département de l'Aude, par exemple, dans lequel une grande partie de la vigne est irriguée. Je vous laisse imaginer ce que ça voudrait dire ici, dans un territoire où aujourd'hui il y a zéro irrigation, je pense, à part peut-être pour des semis, des plantes de vigne, des pépinières. Voilà. On est donc dans un moment où, pour piloter la qualité du vin, on peut aussi avoir envie de jouer sur la disponibilité de la ressource en eau, avec des enjeux sur des cépages. Sur les cultures céréalières et fruitières, la question centrale, elle est celle de l'eau d'irrigation, qui n'est pas encore celle de la vigne, mais on n'est pas à l'abri que cette question arrive, avec le problème que ça pose sur la ressource en eau. Sur les cultures céréalières, il y a déjà bien évidemment, c'est elle qui est aujourd'hui la plus en attente d'une maîtrise de l'eau pour les cultures et la sécurisation des cultures. Et c'est vrai aussi pour toutes les cultures fruitières, légumières, enfin, etc., etc. Vous avez quand même la chance d'avoir un bassin versant sur lequel on a une très grande diversité de production agricole. Vous n'êtes pas la Beauce, quoi. Enfin, en gros, ni le bassin de la Seine où il y a que, quand vous y allez, c'est bizarre, hein. Vous avez soit des pommes de terre, soit de la betterave. Mais parfois, c'est le contraire. Mais bon, ici, vous pouvez faire 10 km et voir 10 cultures différentes. C'est une chance énorme, cette mosaïque. Les nouveaux éléments aussi de risque qu'on va avoir, c'est les risques de gel et d'échaudage. C'est-à-dire que les éléments de contre-saison, on l'a vécu, je pense, l'année dernière, ça, je ne sais pas si ça pesait ici, mais peut-être, où on a fait la végétation qui se croit en été alors qu'on n'est pas sorti de l'hiver, et boum. Et là, donc ça pose des soucis. C'est vrai aussi pour les animaux, hein. Un animal qui sait vivre à 1 ou 2 degrés et à 30 degrés dans la même année, bah, ça n'existe pas vraiment chez nous. Il y a ceux qui vivaient entre 1 et 15 degrés, ça s'appelle, ou 20 degrés, ça s'appelle des truites. Et puis il y a ceux qui vivaient entre 1 et 25 degrés, ça s'appelle les poissons d'ici. Mais un qui fait le grand écart comme ça, avec une séquence longue l'hiver, parce que les hivers resteront froids et des étés très chauds, il est possible que ça n'existe pas encore. Sur le bilan carbone, c'est très important aussi, parce que l'agriculture a une responsabilité considérable, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est si on ne fait rien, hein, ou même si on fait un peu, ne jamais oublier que comme on est en responsabilité de faire pour la réduction des impacts du changement climatique, donc un message sur les travaux que vous allez faire, qu'est-ce qu'on fait par rapport au bilan des gaz à effet de serre, en quoi notre territoire participe à ça. Je crois que c'est un sujet important. L'élevage bovin, par exemple, est souvent mis sur la sellette, vous le savez. L'élevage bovin, c'est aussi celui qui exploite l'ensemble des terres qui sont représentées en vert sur votre territoire. Si vous enlevez les vaches, qu'est-ce que vous mettez à la place? Posez-vous toujours la question des cultures de substitution. Voilà. Alors après, vous avez des espaces, et il y a quand même des intérêts, des atouts, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en général, ce qui se faisait autrefois, par exemple dans le polyculture élevage, c'est qu'on utilisait le fumier pour aller mettre sur les sols. Et bien ça, c'est une idée extrêmement moderne, puisqu'on essaye en fait aujourd'hui justement de remettre de la matière organique dans les sols. Et donc la proximité des zones d'élevage, même l'intrication entre les deux systèmes de production, est sans doute une voie d'avenir. En termes de consommation et de prélèvement, je sais pas, ça va? Tu me dis si je suis trop... Bon. En termes de prélèvement d'eau, parce que c'est aussi le sujet qui est souvent la gestion quantitative, les ordres de grandeur vous sont représentés ici. Donc vous avez le diagramme à gauche, prélèvement annuel, représente alors en vert les prélèvements d'eau qui sont faits par l'irrigation, en orange par l'industrie et en bleu par l'eau potable. D'accord ? Donc vous avez, si on additionne et qu'on empile tous ces prélèvements, ça vous donne en gros la demande en eau exprimée sur le territoire, mais répartie absolument partout. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 180 millions de mètres cubes. Donc vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de 10 milliards, de 100 millions, voilà, l'ordre de grandeur c'est celui-là. Les tendances sont intéressantes à voir. On s'aperçoit qu'on n'a pas d'augmentation, au contraire, depuis les années 2000, puisqu'on débute en 2000, oui. Depuis les années 2000, on a une tendance à la légère baisse. Aujourd'hui, on est peut-être sur un niveau de stagnation. Alors vous savez que c'est une grosse difficulté quand on parle de gestion de la ressource en eau. On met souvent en avant les économies d'eau.
Il y en a beaucoup qui ont été faites, alors notamment au travers du progrès technique, hein, les machines à laver, les éléments de cette nature ont beaucoup permis de progresser. L'effort sur les réseaux de collecte d'eau, tout ça, semble-t-il, le recyclage de l'eau, notamment dans le monde industriel, tout cela aboutit à effectivement une baisse. Il y a aussi des effets qui sont peut-être liés aussi au changement de sphère économique. Il y a beaucoup de prélèvements d'eau qui étaient faits par des industries. Ces industries n'existant plus. Il n'y a plus de prélèvement d'eau. Voilà. Donc c'est aussi une dimension. Derrière ça, il y a aussi des effets macroéconomiques qu'il faut avoir en tête. Derrière, l'autre élément important à avoir en tête, c'est la question de la consommation. Alors la consommation, c'est tout simplement la différence entre l'eau qu'on prélève et l'eau qu'on restitue au milieu. Cas classique, je prélève de l'eau pour de l'eau potable, je la fais passer dans la sphère familiale et je la restitue dans la sphère station d'épuration. J'en mets un peu dans le jardin. Voilà. Tout ce bilan-là se traduit en gros, et c'est les ordres de grandeur qu'on a recalculés pour votre territoire il y a quelques jours. On a à peu près aujourd'hui 60% de l'eau prélevée pour l'eau potable qui va retourner vers le milieu naturel. Ça veut dire que quand vous prélevez 100 litres par seconde, il y a 40 litres qui disparaissent, hein, pour le faire court, et 60 litres qui vont revenir à un moment ou à un autre vers le milieu naturel. Où va le reste? Il y a aussi un très gros sujet important, c'est tout ce qui est tout ce qui est assainissement autonome. Vous savez qu'un assainissement autonome, en gros, ça se gère sur son sol, et finalement, on prélève de l'eau potable et on restitue rien au milieu, ou pas grand-chose. Le but étant en général de restituer de l'eau très filtrée, et ça finit sous le gros chêne au fond du jardin. Un autre point important dans cet aspect prélèvement et différentiel consommation, c'est que l'écart entre les deux, donc 60%, je vous ai dit, c'est de l'eau qui est restituée. C'est bien de l'eau qui est restituée par des stations d'épuration. Dans les stations d'épuration, il y a de l'eau propre, certes, mais il y a aussi toujours des restes de pollution qui subsistent, et ces restes de pollution sont aujourd'hui un sujet majeur. On peut penser aux pollutions pharmaceutiques, qui sont extrêmement insidieuses, complexes. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, que derrière ces ordres de grandeur quantitatifs, on a aussi d'autres vérités qui se cachent, qui sont particulièrement ardues, qui sont celles de l'impact de ces restitutions vers le milieu. Vous savez tous, maintenant vous ne pourrez pas dire non, vous êtes responsable à titre individuel de 1,5 g de phosphore par jour et par humain. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous retenir, vous allez tenir peut-être 24 heures, mais il y a un moment, il va falloir que ça lâche. Donc 1,5 g de phosphore par jour et par individu. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et le phosphore, c'est la mécanique, c'est vraiment le booster de tous les mécanismes de production végétale à l'intérieur des systèmes fluviaux. Ce qu'on appelle parfois, quand ça dépasse les bornes, l'eutrophisation. Et l'eutrophisation est un sujet extrêmement important parce que ça va peser aussi sur l'équilibre des milieux, pour des mille et une raisons, enfin d'oxygénation aussi, mais bref, des poussées d'algues qui peuvent être surabondantes, poser des mille et un problèmes d'habitat, etc. Le phosphore qu'on va rejeter, je vous l'ai dit, sauf à se changer génétiquement et rapidement, on n'arrivera pas à supprimer cette donnée physiologique. Par contre, on a fait un effort considérable en supprimant le phosphore des lessives, et ça se voit, c'est radical. La seule difficulté qu'on va avoir, c'est que ce 1,5 g de phosphore qu'on rejette, soit on le bloque dans les stations d'épuration, soit on le rejette dans le milieu, soit on fait un peu des deux. On en bloque un peu et on rejette le reste. Et quand on va le rejeter, ce reste-là, on va le rejeter dans un débit, c'est-à-dire qui va produire une dilution. Si les débits baissent, même si on ne change pas, l'exigence qu'on aura pour garantir un certain degré de concentration va augmenter. Ça aussi, c'est un défi. Le défi de la compensation d'un service rendu par les débits sur lequel, finalement, on a tous construit nos infrastructures. Là, je parle aux élus. La dilution, le QMNA5, enfin bref, tout un tas de choses. Et si cet environnement bouge, ça veut dire qu'il va falloir qu'on révise à nouveau nos objectifs de gestion. Voilà. Donc ça, c'est un sujet essentiel. Après, pour aller au bout du résultat, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a rendu l'eau qui avait servi, qu'est-ce qui reste? Essentiellement de l'eau agricole en termes de consommation. C'est le diagramme d'en bas. Effectivement, c'est de l'eau d'irrigation. On voit des fluctuations, il y a des hauts et il y a des bas. Autour de ces questions d'irrigation, on a bien évidemment des effets saisonniers, mais c'est surtout, je pense, la question majeure, plus qu'une question de ressources en grand, c'est une question de positionnement de ces prélèvements dans le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui peuvent porter de l'irrigation, d'autres où c'est plus délicat pour respecter les équilibres globaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, vue de l'estuaire, la pression d'irrigation, ça représente à peu près 6 mètres cubes par seconde, c'est une moyenne.
la même moyenne dans le mois sec des débits à l'estuaire. J'ai fait l'addition de l'Ille et de la Dordogne. Ça nous donnerait autour de 82 mètres cubes secondes. On peut descendre plus bas, on va dire 30 ou 40 mètres cubes secondes, mais ça vous donne le ratio à peu près de la pression exercée par l'irrigation sur le système. Juste pour info, vous êtes à peu près à 64 millions de mètres cubes de prélèvement. Vous représentez un tiers des apports. La Garonne, 2 tiers des apports, ils sont à 540 millions de mètres cubes de prélèvement. Ça veut dire que dans l'équilibre territorial macro du grand bassin versant Garonne-Dordogne, si la Garonne était la Dordogne, au lieu de prélever 540 millions de mètres cubes, il devrait prélever plutôt de l'ordre de 120 millions de mètres cubes. C'est vous dire qu'il y a un écart tout à fait essentiel. En revanche, ce que fait la Garonne et que vous ne faites pas, du tout, très peu, je ne vais pas dire du tout, je vais me faire, ça ne va pas aller, c'est de compenser les prélèvements agricoles. C'est-à-dire qu'il y a sur le système Garonne, Nest, Tarn, Lot, etc., il y a des stratégies de restitution des eaux pour renforcer le débit des cours d'eau au moment des prélèvements, notamment d'irrigation. C'est ce qu'on appelle le soutien des débits. Et cet équilibre-là, qui se construit autour de la fameuse notion de débit objectif d'étiage, cet équilibre-là, il est construit autour d'un accompagnement, entre guillemets, de l'évolution. Je ne sais pas qui, de la poule et de l'œuf, ce n'est pas mon sujet, mais en gros, entre le développement d'une agriculture irriguée, il y a forcément une réflexion autour de la compensation du prélèvement, ou du moins des moyens d'atténuation, on va dire, des impacts. L'occupation du sol, c'est aussi, et ça c'est un point qui a jusqu'à présent été souvent un peu en dessous des écrans radars dans les politiques publiques de la gestion quantitative et même qualitative au sens large, c'est la forêt. Alors la forêt, on a 9600 km² de forêt sur votre territoire avec des feuillus, des résineux, ça c'est certain. Il y a toute une diversité, je ne vous fais pas le tableau, mais vous la voyez bien représentée ici. Alors la forêt, c'est un sujet majeur, parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais c'est un extraordinaire système de régulation hydrologique. Alors, les bilans, c'est compliqué. La forêt landaise, par exemple, a été plantée pour évaporer de l'eau, donc c'est bien qu'elle a un bilan qui consomme plus d'eau que ne l'aurait fait une lande, ou même un marais comme ici. Donc si vous plantez des arbres là où il y a du marais, a priori, le bilan hydrique devrait se réduire. Donc moins d'eau qui coule, plus d'eau verte et donc moins d'eau bleue. Dans ce système forestier, on a aujourd'hui, par contre, des régulations qui sont très importantes. Elles favorisent l'infiltration du sol, vers le sol. Elles structurent aussi le sous-sol. Et elles ont un... J'arrête ? Bon, c'est bon, j'ai presque fini. Bon, bref, voilà, la forêt, c'est bien, sauf que la forêt, c'est menacé. Les menaces, c'est notamment sanitaires. Ça peut être aussi des stratégies de plantation qui peuvent partir dans un sens ou dans l'autre. On sait que parfois les Douglas ont été accusés, par exemple, d'augmenter l'acidité des sols. Donc ça, c'est un sujet majeur. Mais le sujet qui préoccupe bien évidemment les forestiers aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut planter aujourd'hui pour que ça résiste demain ? Et ça, c'est une question qui est pas forcément résolue. Certains disent, laissons faire la forêt toute seule, elle trouvera ses solutions, elle trouvera son chemin, comme disait l'autre dans un bon film. Mais ça a quand même une question importante en termes de planification territoriale. On parle quand même de 10 000 km², c'est pas une paille, quoi. C'est quand même un sujet majeur. Un autre sujet important, c'est les effets sanitaires, mais vous l'avez vu cet été, c'est l'incendie. Et laisser des espaces et des massifs forestiers en climat de plus en plus sec, en continuité complète, etc., ça veut dire que ça va poser d'autres problèmes, qui sont ceux de la prévention d'un nouveau risque que vous n'avez pas trop eu jusqu'à présent, qui est celui du risque incendie sur des territoires. Et là, ça peut être effectivement quelque chose qui peut bouleverser des équilibres territoriaux. La ressource en eau artificielle, alors juste pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, ce qu'on appelle ressource en eau artificielle, alors le mot artificiel, il n'y a pas d'eau artificielle, il n'y a qu'une manière de la gérer qui soit artificielle, mais on a des très grands ouvrages, ce qui fait vraiment la caractéristique du bassin de la Dordogne, et pas de l'île Drône, cette fois-ci, mais que de la Dordogne, Dordogne-Vézère, c'est l'organisation hydroélectrique. Alors, il y a à peu près 1 milliard de mètres cubes sur le bon, ça y joue EDF qui dodeline, il va me dire plus ou moins 25 millions, ça tombe bien, c'est justement ce qui manque. Donc, il y a à peu près 1 milliard de mètres cubes qui sont sur le bassin versant, de stocker, qui contribuent à la production d'énergie de pointe. C'est un sujet tout à fait central, mais EDF en parlera mieux que moi dans vos ateliers.
C'est un sujet très important parce qu'il il pèse fortement sur les équilibres hydrologiques aujourd'hui. Et un été comme 2022, par exemple, sans doute vous en aurez des explications plus tard, sans les grands ouvrages hydroélectriques sur la Dordogne, vous auriez vécu autre chose. C'est-à-dire que ça pèse sur l'ensemble du régime hydraulique. Quand il y a des restitutions d'eau pour garantir, par exemple, un débit en sortie de barrage, c'est le cas argentin, hein, on peut avoir des débits garantis, eh bien ça peut venir compenser une sécheresse, c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau qui rentre dans les barrages qu'il n'en sort. Et derrière, finalement, il y a une forme d'amortissement des impacts climatiques. C'est une fonction de, je n'ose pas dire de climatisation hydrologique, hein, un peu de chauffage, un peu de clim, etc., mais qui est quand même importante, et qui d'ailleurs est génératrice de beaucoup de questionnements, mais là, Épidore a un point de vue aussi sur l'ensemble de ces questions. L'autre sujet, c'est l'ensemble des petites retenues. Alors là, cette fois-ci, on sort d'un territoire où on a deux grands opérateurs, hydroélectriciens, l'HM et EDF, pour aller dans une multitude de propriétaires. Et là, on a à peu près 30 000 plans d'eau sur votre bassin versant. Alors, il y en a beaucoup qui sont situés dans la partie limousine. Ce sont des petits étangs de montagne au milieu des forêts qui servaient historiquement pour faire un peu de pisciculture, des choses comme ça. Mais il y a quand même aujourd'hui un très très grand questionnement sur l'existence de ces ouvrages et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, il y a des essais en ce moment dans le Limousin de réduction du nombre de ce qu'on appelle l'effacement, hein, en langage, en novlangue. Donc on supprime ces ouvrages-là. En réalité, je crois que je travaillais sur la Haute-Vienne, il y a sur une dizaine de milliers d'ouvrages, ils ont réussi à en effacer 12 en 3 ans. Autant dire qu'on n'est pas arrivé. Hein, donc il faut être honnête. Ça fait partie du paysage aujourd'hui. Ces infrastructures-là, elles ont été construites. Ça va être difficile de faire marche arrière dessus. En revanche, la question est complètement ouverte sur les modalités de gestion, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les effets ou en trouver de nouveaux usages. Ça aussi, pour vous, ça sera une question tout à fait essentielle. Le premier élément étant que alors pour vous donner une idée, on aurait dans ces ouvrages-là à peu près 150 millions de mètres cubes de stock à comparer aux milliards qu'on évoquait tout à l'heure. Dire que ce n'est pas dans ces stocks-là qu'on va trouver des réponses au soutien des débits, par exemple. Ça, il ne faut pas penser à ça. En revanche, sauf localement, avec des petits effets, on ne pèsera pas durablement sur les grands équilibres globaux, contrairement à ce qu'on peut imaginer au travers des ouvrages hydroélectriques. Alors, un exemple intéressant de l'incidence des ouvrages hydroélectriques, c'est que, en fait, on a un outil qui nous permet d'avoir on a l'impression, entre guillemets, d'avoir un outil qui nous permet une maîtrise du cycle hydrologique. Alors déjà, je rappelle qu'on parle d'1 milliard de stocks sur 10 milliards d'écoulements, donc déjà ça pose un premier niveau de proportion. Le contrôle du bassin versant est partiel, on ne contrôle que le haut bassin versant de l'Auvergne, mais il y a quand même des questions qui sont assez centrales dans votre territoire, hein, depuis toujours. Alors le graphe, je l'explique tout de suite pour vous expliquer ce que c'est. En orange, alors en bleu, ce sont les débits qui ont été mesurés. Alors je crois qu'on a pris l'année 2021, on n'était pas trop sûr de 2022 encore. En orange, donc en bleu, c'est les débits qui sont passés à Argenta. Argenta, c'est à la sortie de grands systèmes Dordogne. Et en orange, c'est les débits qui auraient dû passer ou pu passer s'il n'y avait pas eu les ouvrages. Alors c'est une reconstitution, on n'entrera pas dans les détails, mais ce que vous voyez, c'est que vous avez beaucoup plus de contraste dans les débits qui auraient dû passer, naturels. On a des pointes qui dépassent, par exemple, alors qu'elles ont dû être absorbées par les gestions de stock. C'est d'ailleurs le job de l'hydroélectricien, de valoriser au mieux l'eau qui passe, pas laisser déborder, par exemple, mais faire au mieux pour cette gestion-là. Et on voit un certain nombre de choses qu'on peut simplifier de façon rapide. Les incidences générales, elles sont potentiellement sur la restitution du débit instantané, ce qu'on appelle les éclusés. C'est-à-dire que quand il y a une demande, un appel à l'énergie électrique, on lâche ça, vous êtes au courant avec le prix de l'énergie ces derniers temps, hein, on lâche de l'eau pour répondre à un besoin de pointe. C'est la fonction aussi de ces ouvrages. Donc ça crée des variations instantanées. Ce sont les éclusés avec un défi éclusé qui est au cœur de la politique de régulation sur l'axe Dordogne. On a une incidence sur le régime des crues qui s'est vraiment vue statistiquement à la construction de Bord-les-Orgues dans les années 50. On a changé de monde à partir de ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes crues qui passaient avant et qui ne passent plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais, c'est pas ça. Mais c'est que la fréquence des grandes crues a été significativement modifiée. Donc qui dit crue dit aussi modification du fonctionnement des cours d'eau. Ce sont des impacts hydromorphologiques. Je crois qu'il y a eu une conférence sur ce sujet-là il n'y a pas très longtemps. Donc c'est l'énergie en gros de ce cours d'eau qui a été
en partie qui a été coupée, notamment sur les événements certains des événements les plus puissants, avec aussi des effets bénéfiques bien évidemment pour les habitants qui habitent et qui ont été protégés de ces crues. C'est toute l'ambivalence du système. Sur le régime d'étiage, un effet d'atténuation évident, c'est-à-dire que le système de régulation a apporté, a évité en fait des séquences d'écoulement extrêmement faibles qu'on connaissait dans le passé. Hein. La Dordogne-Argenta, les tout premiers débits qu'on demandait, c'était 5 mètres cubes secondes. Après, on est passé à 10 mètres cubes. Je ne sais pas ce qui a été tenu cette année. Peut-être que... Au mois d'août, on était à 15 mètres cubes secondes. Et les apports naturels reconstitués étaient calculés environ à 5. Et ensuite, pour la première fois depuis 20 ans, on est descendu à 10 au mois de septembre. Voilà. Donc, il y a des économies de volume pour préparer l'hiver, parce qu'il y avait des menaces de coupure de froid. Voilà. Donc, vous avez les ordres de grandeur. Hein, ça peut être multiplié par 3, entre guillemets, sauf en fin d'année, entre ce qu'on aurait eu et ce qui a été fait. Donc ça, c'est un effet aussi, on s'habitue à vivre avec ça, mais il faut quand même toujours en être conscient. En revanche, il y a un point important, je pense, qui le différencie d'ailleurs de certains autres grands systèmes, c'est qu'a priori, on a quand même un effet saisonnier, de transfert saisonnier qui est relativement modeste à l'échelle du bassin versant. C'est-à-dire que vous n'avez pas un stockage pendant l'été et le printemps, puis on lâche tout pendant l'hiver, hein, ce qu'on peut avoir dans certains systèmes. C'est pas aussi caricatural que ça. On est plutôt, je veux dire, sur un accompagnement du régime saisonnier avec bien évidemment des évolutions. Donc ça, c'est plutôt positif pour les systèmes naturels. En revanche, on a une incidence qui est importante et significative sur le régime thermique. Les eaux qui sont relâchées sont des eaux qui sont des eaux de fond soutirées. Et en général, dans un barrage, les eaux de fond ont à peu près la température, comme les eaux souterraines d'ailleurs, la température moyenne de l'air dans l'année. Un effet d'amortissement, voilà. Donc on doit être autour de 12 degrés, quelque chose comme ça, dans ces grands stocks. Et quand on situe à 12 degrés dans un milieu qui normalement devrait être à 17, 18, 20, ça dépend des endroits où on se trouve, eh bien on refroidit le système. Et ça, c'est plutôt un atout pour vous, dans la mesure où une des grandes vulnérabilités des écosystèmes aujourd'hui, c'est cette dérive thermique, avec parfois des pics de température qui posent des vraies questions sur le fonctionnement écologique. Donc on a un système qui est artificialisé et qui a déplacé en fait. En gros, on a mis la montagne à la plaine, hein, pour faire court. On l'a décalée d'une centaine de kilomètres vers l'aval pour restituer des régimes des eaux plus froids. Voilà. Et puis maintenant, j'ai terminé, puisque mon quart d'heure est passé. Alors, je n'arrive pas trop à lire tout, mais on va essayer de le refaire. Premier point, c'est pour moi un point important, c'est... je vais me rapprocher comme ça, je serai plus à l'aise. C'est la vieillesse. Le premier point, c'est, je pense, dans des travaux comme ça, c'est de fixer ce qu'on peut appeler le cap, c'est-à-dire vers où vous voulez aller. Alors, quand on s'est posé la question, dans Dordogne 2050, on nous a parfois, vous savez, souvent, on a des stratégies, genre on va faire des scénarios, le moyen, le pire, le machin, le truc, le chose. Sauf que c'est très compliqué de ces travaux en scénario, parce qu'il y a autant de scénarios que de thématiques, et la combinaison de tout ça, c'est compliqué. À un moment ou à un autre, tout ça doit converger. Et il vous faut un cap. C'est quoi l'objectif à la fin des scénarios? Les scénarios, à la limite, c'est plutôt les moyens qu'on peut trouver pour y arriver, plus que l'objectif. Et je pense que la notion d'objectif, elle est absolument politique, elle est essentielle. Et le cap qui avait été retenu dans le cadre de Dordogne 2050, c'est de se dire, on était dans un exercice de prospective, il faudrait que le bassin versant de la Dordogne continue de mériter son titre de réserve de la biosphère en 2050. Les réserves de la biosphère, c'est quand même un statut particulier, ce n'est pas une réserve tout court, c'est une réserve dans laquelle les hommes ont leur place, bien évidemment, mais avec quand même des particularités et une qualité environnementale exceptionnelle qu'il faut savoir protéger. Le deuxième élément, à mon avis, sur le point de vue purement estuarien, c'est vous êtes quand même sur un système, c'est mal connu et je pense que ça mériterait des travaux. Les estuaires sont des pièges à carbone. On a notamment sur les estrans, on a dans les marais, on a des secteurs dans lesquels on a une fixation du carbone qui est tout à fait importante. Je pense que ça mérite d'être exploré. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais travaillant sur l'estuaire de la Charente, par exemple, toutes les parties estrans jouent un rôle important. Et je pense que demain, savoir faire valoir aussi les atouts du territoire, c'est faire valoir sa forêt, c'est faire valoir, mais c'est aussi faire valoir son rôle dans la gestion des équilibres planétaires. Un autre point important, c'est que les activités aujourd'hui, on va dire que des activités qui auraient un caractère non réversible, parce que je pense toujours à cette notion de flèche du temps, elle est importante, de la page blanche initiale. Les activités non réversibles, par exemple, je fais une autoroute non réversible, je construis un grand barrage non réversible, je fais grandir une ville non réversible. Aujourd'hui, c'est de plus en plus cadré par les politiques publiques. Donc,
Quand on le fait, normalement, on s'est donné tous les points de vue, on a discuté autour de tout ça pour le travailler. Donc ça, on peut dire que par rapport à ce qui a pu se passer historiquement, la notion implicite de planification est finalement de plus en plus présente dans les prises de décision. Alors parfois ça peut paraître bloquant, mais quelque part derrière ça, c'est le cadrage, entre guillemets, de nos activités les plus à risque. Deuxième élément intéressant, c'est que la science progresse et qu'on a soit dans les capacités à diagnostiquer, à anticiper, à comprendre ce qui se passe, et bien, il y a encore beaucoup de marge de progrès à trouver. Et puis un autre point qui me paraissait intéressant, c'est que j'allais parler d'héritage. Et dans les héritages durables que vous avez, vous, à prendre en charge, puisque vous ne partez pas toujours de notre page blanche, moi, j'en vois deux qui sont très structurants sur l'aspect territorial. C'est justement toutes ces logiques de grands réservoirs d'aménagement, parce que ça, je veux dire, c'est du durable, hein, voilà, ça existe. Ça, c'est un héritage sur lequel il y a effectivement nécessité d'une réflexion collective sur en quoi la notion de multi-usage, etc., peut venir intervenir chez vous. Mais on a aussi dans les héritages des grandes cicatrices, ce que j'appelle les cicatrices, elles sont plus ou moins fermées. C'est notamment, par exemple, tout ce qui est lié aux extractions de granulats. On ne fera pas marche arrière sur les extractions de granulats qui ont eu lieu dans le passé, alors que les conséquences, le bouchon vaseux, par exemple, remonte plus haut parce que le niveau de la Dordogne a baissé et que finalement, le flux océanique a pu monter plus haut. De la vase s'est mise là où il y avait des graviers. La vase, c'est plus lisse que les graviers, etc., etc. Là, il y a des choses qui sont à caractère qui semblent difficilement réversibles à grande échelle. On peut travailler dessus localement, mais à grande échelle, ce sont des cicatrices fortes. Après, dans les inconnus pour moi que vous allez avoir à moyen terme, moi je suis assez préoccupé au sens intellectuel du terme par le devenir du monde agricole. Si le monde agricole, et on peut y associer le monde forestier, suivent des mutations fortes, c'est tout le système qui va bouger. Et là, quand je dis tout le système, je parle de l'hydrosystème en général. Donc là, il y a une inconnue qui est très importante et qui sera pilotée pas que par des décisions humaines, mais aussi par le climat, bien évidemment, et la ressource en eau. Enfin, à la fin, finalement, même si on savait tout aujourd'hui, c'est la question un peu finale pour ouvrir vos débats, la question c'est si on savait documenter, c'est le job de Épidore qui accumule, qui connaît, qui pousse des éléments de connaissance. Tout ce que je vous ai présenté là est issu des travaux voulus par Épidore. Est-ce que ça pourrait... Est-ce qu'on va rentrer dans une logique qui est celle d'une planification déjà du territoire? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'on continue de réagir à une somme de décisions individuelles? Ça, c'est une vraie question. Et la question qui vous intéresse le plus, c'est est-ce qu'on pourrait piloter cette planification par ici, en disant, nous, on a besoin de ça, donc on veut ça. Et donc vous remontez comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive aux sources. Dire que quelle est finalement la place des territoires, les uns par rapport aux autres, puisque ça a été dit tout à l'heure en introduction, vous êtes interdépendants. Après, est-ce que c'est souhaitable? Moi, j'en sais rien. C'est à vous de décider. Et puis, qui va le faire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous attendez que d'autres le fassent? Et puis, est-ce qu'on fait venir la Garonne ou est-ce qu'on les laisse là-bas?